vous aurez tacitement accepté les informations qui figurent sur ce document, sur cet imprimé, et comme vous les aurez acceptées tacitement, l'impôt qu'on vous a prélevé, il est définitivement prélevé. Ce n'est pas très compliqué à constater. Alors simplement, vous avez une interrogation. Vous dites tout à l'heure qu'il y avait la moitié des foyers fiscaux qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu, l'autre moitié qui n'en payait pas beaucoup. Pourquoi n'y a-t-il que 8 millions de foyers fiscaux qui sont concernés par l'opération? Parce que les foyers concernés, ce sont seulement ceux qui ont un impôt qui est calculé dans les conditions de droit commun, sans aucune réduction au crédit d'impôt et sans aucune mesure dérogatoire. Or, tous les foyers fiscaux qui auront des réductions d'impôt à faire valoir sont bien obligés de déposer. Ceux qui ont des crédits d'impôt, mieux encore, parce que pour se le faire restituer, il faut bien entendu le déclarer. Donc on a déjà toute une catégorie de contribuables qui, bien que leur revenu soit déclaré intégralement par des tiers, auront intérêt à faire une déclaration d'impôt sur le revenu pour faire valoir un droit. Deuxième catégorie de contribuables qui sera intéressés par la déclaration, ce sont les contribuables salariés qui voudraient faire valoir leurs frais réels. Parce que s'ils ne font pas de déclaration, ils auront les 10% forfaitaires. Les contribuables qui auront un choix à opérer. Par exemple, un étalement de revenus. Par exemple, un revenu exceptionnel soumis au quotient. Dans tous ces cas de figure, il faudra faire une déclaration. Tous les contribuables qui devront faire une déduction, notamment d'une pension alimentaire, il faudra faire une déclaration. Donc on voit que dans l'impôt sur le revenu, il y a un certain nombre d'éléments qui complexifient le dispositif. Eh bien, on peut se dire que dans les périodes qui viennent, dans les 5-10 ans qui viennent, toutes ces questions que je viens d'évoquer vont essayer d'être traitées en dehors de l'impôt, c'est-à-dire par d'autres mécanismes. Et tout à l'heure, on verra, avec le crédit d'impôt transition énergétique, qu'on va déjà le supprimer l'année prochaine, à compter de 2011, parce que c'est quelque chose qui pollue le calcul de l'impôt sur le revenu. Un jour ou l'autre, peut-être, se posera la question du foyer fiscal lui-même, pour revenir à l'impôt individualisé. Donc on a devant nous des perspectives d'évolution et qui sont tirées tout simplement de la réforme de l'année dernière, qui est le point de départ d'une évolution de simplification et de non-déclaration. Alors bien entendu, il faut que je vous rassure. Je vous rassure, il y aura encore des déclarations à déposer, notamment la déclaration de revenus fonciers, puisque c'est la seule déclaration qui soit la plus difficile à faire, elle sera encore difficile l'année prochaine, et quelquefois, on pourrait dire aussi, c'est la plus difficile à remplir et la moins contrôlée, quand on réfléchit bien. Parce qu'elle est incontrôlable, sauf chez vous. Quand je dis chez vous, chez les experts comptables qui ont des sociétés civiles. Mais un revenu foncier déclaré par un foyer fiscal qui prend ses revenus et ses charges sur son compte bancaire personnel, alors là, pour aller chercher le revenu foncier justifié à l'euro près, c'est très compliqué. D'ailleurs, l'administration fiscale ne s'y trompe pas. Qu'est-ce qu'elle vous demande? Un bail. Et d'autre part, qu'est-ce que vous avez déduit comme travaux? Mais, je vous rassure, ça va demeurer. Encore que, quand on a instauré le prélèvement forfaitaire, eh bien, il était prévu à l'origine que les revenus fonciers, puisqu'on voulait traiter de tous les revenus du patrimoine, que les revenus fonciers auraient été aussi soumis au prélèvement forfaitaire. Mais ça n'aurait pas été la même base, et c'est ça qu'il faut comprendre. Si on avait appliqué le PFU aux revenus fonciers, on l'aurait appliqué sur les loyers perçus, et non pas sur le revenu net foncier, bien entendu. Et là, on verrait que c'est un changement considérable et une simplification considérable aussi. Il faut savoir que la question des revenus des immeubles, globalement, fait l'objet d'une surveillance ou d'études assez approfondies de la part des pouvoirs publics, puisqu'il y a un bon nombre de rapports qui traitent de ces sujets. Donc on va continuer à faire. Et puis vous avez les revenus catégoriels, bien entendu, le revenu catégoriel, par définition, il n'est pas susceptible d'être connu par l'administration.
Et donc, vous allez continuer du BA, du BIC et du BNC. Bon, le BA, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais enfin, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Simplement, déjà, le revenu catégoriel, eh bien, il va être pré-rempli sur la déclaration 2042. Dans la prochaine déclaration, c'est ce qu'a indiqué l'administration fiscale à votre ordre en novembre dernier. La DGFiP a dit, dans la prochaine déclaration, les revenus catégoriels de BIC ou de BNC seront pré-remplis sur 2042. Alors qu'on s'était aperçu l'année dernière, au mois de mars, que l'administration n'avait pas encore mis de lien entre le revenu catégoriel et le revenu global. Ce qui fait, à notre grande surprise, on aurait pu déclarer 84 000 € en revenu catégoriel parce qu'on avait un expert comptable et reporter sur 2042 48, parce qu'on pouvait avoir un problème de vue. Dans ce sens. Eh bien, il fallait mettre les deux déclarations en lien pour s'apercevoir de l'irrégularité. Quand l'administration s'en est aperçue en mars dernier, a tout de suite compris l'intérêt qu'elle pouvait trouver à mettre un lien informatique entre le revenu catégoriel et la déclaration 2042. C'est pas très compliqué. Et c'est fait tout de suite. Et donc on n'aura plus la possibilité de se tromper. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on ne considérera pas qu'une déclaration catégorielle déposée par un expert comptable n'est pas une déclaration déclarée par un tiers, et auquel cas, vous voyez que la 2042 de votre client, il n'y a plus besoin de faire grand-chose. Donc voilà un petit peu les évolutions qui sont susceptibles d'être engendrées par cette réforme de l'année dernière, dont on va voir chaque année, je peux vous en assurer, quelques adaptations, quelques modifications particulières. Deuxième texte qui est dans la loi de finances, c'est un texte concernant les indemnités de départ à la retraite. L'année dernière, évidemment, vous vous souvenez qu'on avait dit que l'indemnité de départ à la retraite, c'était un revenu exceptionnel qui devait supporter l'impôt en 2018. Mais quand on a fait la déclaration, on s'est aperçu très rapidement que, au fond, les indemnités étaient largement exonérées et que donc il y en avait assez peu de taxables. Ça demeure. Pour la partie taxable, l'indemnité de départ à la retraite pouvait bénéficier de deux régimes. Soit on considérait qu'on applique le régime du quotient comme étant applicable aux revenus exceptionnels, et en matière de départ à la retraite, l'indemnité était qualifiée d'exceptionnelle par nature. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de constater le caractère exceptionnel qui résultait d'un montant qui excédait la moyenne des revenus des 3 années qui précédaient. Donc c'est exceptionnel par nature. Donc on pouvait utiliser le quotient, mais aussi on pouvait utiliser l'étalement. L'étalement, c'est-à-dire imposer cette indemnité répartie sur 4 années, une année l'année du départ, puis les 3 années qui suivent. Quand on regardait ce qui était le mieux, généralement, c'était l'étalement qui était le mieux. Pas toujours. Pourquoi? Parce que quand je fais le quotient, vous vous souvenez comment cela se calcule? On commence par calculer le montant de l'impôt sur le revenu sans le revenu exceptionnel. Puis ensuite, on calcule donc un impôt. On divise le revenu exceptionnel par 4. On ajoute ce quart à l'assiette initiale. On recalcule l'impôt sur le revenu. Et il y a un différentiel qu'on multiplie par 4 et qu'on ajoute à l'impôt de base. Pour ceux qui sont encore éveillés à la mathématique, ils savent que si par hasard j'étais avant l'heure à 45%, eh bien, mon revenu exceptionnel divisé par 4, multiplié par 4, le différentiel, c'est 45%. Par contre, si je suis dans l'étalement, si j'étais dans l'étalement, j'avais un quart qui s'appliquait sur un revenu d'activité l'année de mon départ à la retraite. Et les 3
annuités supplémentaires, elles venaient en complément d'un revenu qui s'appelait une retraite. Vous verrez, quand vous serez retraité, après l'âge pivot, vous verrez qu'il y a un inconvénient majeur de cette situation. Ils n'ont pas l'air de s'en apercevoir. C'est qu'on a le revenu qui est à peu près diminué par 2. Et que si on a un revenu qui est diminué par 2, on peut ajouter un quart du précédent, on a un taux d'imposition beaucoup moindre à la retraite qu'en activité. Je veux dire heureusement. Et donc, quand on vous dit aujourd'hui, petite mesure qui passe comme ça, assez inaperçue, qu'à compter de 2020, on ne pourra plus bénéficier de l'étalement, mais qu'on sera seulement dans le régime du quotient, eh bien on perd quelque part un avantage. Il faut le dire. Alors, évidemment, tout cela n'a pas de conséquences sur les options anciennes. Évidemment que si j'ai fait un étalement en 2019, eh bien ça va poursuivre l'étalement sur les 3 années qui suivront, 2020, 2021, 2022. Donc voilà une petite mesure qui permet de, quelquefois, réfléchir. La prime pouvoir d'achat, reconduction, ce n'est pas dans la loi de finances, c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale, mais on peut en parler puisque ça concerne, évidemment, votre activité. Le fond de l'affaire est assez simple. On pourrait dire reconduction de la prime pouvoir d'achat dans les conditions habituelles et anciennes, c'est-à-dire les 3 SMIC et les 1 000 € d'exonération d'impôts, de charges sociales et de prélèvements sociaux. On pourrait dire cela. Simplement, il y a quelques petits aménagements. Alors, il y a un petit aménagement qui dit bon, on pourra la verser jusqu'au 30 juin. C'est mieux que le 31 mars, on vous l'accorde. Mais le second aménagement n'est pas aussi agréable que cela, puisque les employeurs devront faire un intéressement, mettre en place un accord d'intéressement. Et ça, si on veut bien entendre ce qui se dit autour de nous, ben, on s'aperçoit que les employeurs ont des difficultés à vouloir se placer dans un système d'intéressement, et ce qui veut dire qu'une petite modification, une petite condition particulière qu'on ajoute, eh bien fait qu'un dispositif qui avait été largement utilisé l'année dernière risque d'être moins utilisé cette année. À titre personnel, je pense que s'il n'y avait pas eu les événements qu'on connaît à l'heure actuelle depuis assez longtemps, cette disposition aurait été soulevée devant le législateur pour indiquer que si on voulait maintenir la prime pouvoir d'achat, il fallait peut-être revenir à la situation de l'année dernière purement et simplement. Et comme personne n'a dû bouger parce que tout ça est passé un peu inaperçu, eh bien, on constate aujourd'hui que cette disposition est moins favorable dans les faits qu'elle n'a pu l'être l'année dernière. Troisième mesure, il s'agit d'une mesure un petit peu particulière qui ne nous concerne pas en règle générale, qui consiste à dire qu'on a créé un nouveau critère de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants de grandes entreprises. Et les grandes entreprises, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Normalement. Alors, simplement, ça nous permet de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, le premier constat, c'est que si le législateur a été amené à retenir cette disposition, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, enfin de dirigeants de ces sociétés, se considéraient comme n'ayant pas leur activité principale en France. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de texte. Alors, ça nous permet de rappeler que pour avoir une résidence fiscale en France, il faut respecter l'un des 4 critères, enfin, constatés suivants. D'une part, le centre de ses intérêts familiaux. Je suis résident en France si ma famille est en France. Deuxième critère, les 183 jours de présence. Tout le monde le sait. Troisième critère, l'activité principale exercée en France, et c'est dans ce troisième critère qu'on retrouve cette disposition. Et le quatrième critère, c'est avoir en France le centre de ses intérêts économiques. Le Conseil d'État nous dit que dès qu'on a rempli un de ces critères,
on est susceptible d'être considéré comme étant un résident en France. Néanmoins, quand on est résident sur l'un des critères, il faut regarder dans la hiérarchie des critères si on n'est pas résident d'un autre pays.